Avec plus de 15 millions d'exemplaires vendus en seulement quelques années, Sakamoto Days semblait destiné à devenir le plus grand manga de sa génération. En racontant à la fois l'histoire de Sakamoto, le plus grand assassin du monde qui tente de tourner le dos à son passé pour fonder une famille, et de l'autre en nous faisant progressivement comprendre que cette paix n'a jamais vraiment été possible, et qu'à travers un immense jeu de dominos remontant à son enfance, tout semblait déjà le condamner à replonger dans le monde des assassins. Le manga avait tout pour marquer son époque. Pourtant aujourd'hui, une question s'impose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi un manga qui approche de sa fin ne fait que décevoir chapitre après chapitre ? C'est exactement ce que je vais vous expliquer en analysant jusqu'à son dernier arc, le manga Sakamoto Days. Tout d'abord, on va commencer par un point qui semble assez évident, et je pense que beaucoup d'entre vous ont pu le constater. L'un des très gros problèmes de Sakamoto Days et qui s'étale depuis bien maintenant plusieurs années, c'est le fait que personne ne meurt. Là où pour certains mangas ce n'est pas réellement problématique, ici on le rappelle c'est un manga d'assassin. On plonge dans un univers où le meurtre est une sorte de banalité. Pourtant, pour l'ensemble des personnages que l'on suit, que ce soit les membres de l'ordre ou encore les membres de la supérette de Sakamoto, personne ne meurt. Ça aurait pu être cohérent si les personnages qu'ils affrontaient étaient moins puissants qu'eux. Cependant ici le problème c'est que globalement, l'ensemble des personnages que l'on suit et qui sont du côté de Sakamoto affrontent presque régulièrement des adversaires bien plus puissants qu'eux et y arrivent toujours à s'en sortir sans mourir. Un exemple qui m'a pas mal marqué, qui se passe relativement à la fin du manga, mais vous inquiétez pas, on va encore donner pas mal d'exemples qui se situent vers le milieu ou même le début, c'est par exemple le combat entre Shishiba et Gozu, qui font globalement à peu près jeu égal. Shishiba arrive à s'en sortir et donc à vaincre Gozu, cependant il est à bout de force, et ensuite on enchaîne sur pas mal de panels où il tire entre guillemets sa révérence, il dit adieu, il souhaite qu'on prenne soin de Osaragi. Et on a ensuite ce fameux panel où on a une vue d'au-dessus, où il est littéralement allongé sur le sol en train de mourir, et son téléphone qui vibre dans sa poche, et Osaragi qui l'appelle. Et pour moi justement, je trouve que ça aurait été littéralement l'un des meilleurs moments pour enfin tuer un personnage important, pour enfin tuer un membre de l'ordre. Parce que t'as à la fois ce côté affinité entre Shishiba et Osaragi, qui aurait donc pu rendre la mort extrêmement triste, vu que Osaragi est littéralement en train de l'appeler pendant qu'il est censé être en train de mourir. Mais il faut le dire, Shishiba c'est aussi un personnage qui est touchant à lui seul, en dehors de ses relations avec les autres personnages, avec Osaragi, c'est aussi l'un des seuls qui est resté sur sa position, un ancien membre de l'ordre qui n'a pas rejoint le nouveau régime construit par Uzuki. Je pense donc que sa mort aurait enfin pu être bouleversant et rajouter un petit peu de tristesse dans un manga qui se veut donc assez cruel au final, dans un monde cruel d'assassins, au final ne l'est pas réellement vu qu'il n'y a pas d'enjeu de mort. Et ce personnage-là a été apprécié. Ces idéologies étaient assez fortes, mais cependant, comme vous avez certainement dû le lire, Shishiba se fait sauver par Yatsumura, qui arrive comme par magie, et qui a notamment Osaragi sur ses épaules. C'était donc lui qui avait appelé avec le téléphone pour avoir sa localisation. Et au final, d'une certaine manière, ça m'a laissé un petit peu un goût amer, de me dire que peu importe la situation, peu importe la mise en scène, qui était ici propice enfin à une mort, qui aurait pu notamment ajouter un très bon développement au personnage de Osaragi. Et puis au final, encore une fois, on garde un nouveau personnage pour un grand final qui va donc compter de plus en plus de personnages, vu que personne ne meurt, et évidemment, quand t'as trop de personnages, t'en as qui sont laissés de côté d'une certaine manière, autant les faire mourir pour faire profiter d'autres personnages qui pourront être développés, plutôt que de laisser tout le monde en vie, et au final avoir un grand final où tu vas te foutre contre le grand méchant. Tout le monde est là, mais certains ne servent à rien. Et en parlant de personnages qui servent à rien, on peut aussi un petit peu parler de Lu. Lu qui est donc introduit au tout début de l'œuvre, qui rejoint la supérette Sakamoto, et qui était destiné donc à beaucoup de temps d'écran. On la voit énormément, qu'elle a un rôle assez important au final. Mais quelle surprise de voir que, à partir de la moitié du manga, ce personnage n'existe littéralement plus. Du moins, elle a quelques interactions avec les personnages, mais son rôle n'est clairement pas décisif, on peut presque dire qu'elle est inutile. Elle se contente de rester à la supérette et d'entre guillemets protéger la femme et la fille de Sakamoto. Et d'ailleurs ça on y reviendra un peu plus tard, mais je trouve qu'il y a aussi certaines incohérences, notamment avec sa femme et sa fille. Si on veut être un petit peu pointilleux, on peut se demander pourquoi au final sont-ils encore en vie, sachant que Sakamoto à chaque fois quitte la supérette, qu'il n'y a pas vraiment de personnage extrêmement puissant pour les protéger, à part quand c'était le cas avec Nagumo qui avait pris justement l'apparence de la femme de Sakamoto pour piéger un assassin. Là il n'y a pas réellement de garde sur eux, sachant que sa famille c'est littéralement tout l'enjeu de l'œuvre, le fait qu'il veut arrêter d'être un assassin pour protéger sa famille, vivre avec sa famille. D'une certaine manière c'est un petit peu comme ça que l'œuvre se veut se développer, montrer qu'un personnage au final ne peut jamais réellement quitter son passé et qu'il doit d'abord notamment exorciser l'ensemble des démons qui le suivent depuis son enfance, notamment avec son groupe d'enfance.
Et vu comment c'était aussi simple de déstabiliser Sakamoto simplement en prenant en otage sa famille ou en lui faisant croire qu'ils ont été tués, bien finalement les méchants de l'œuvre, comme par exemple Uzuki, auraient clairement pu énormément davantage utiliser sa famille pour tenter de vaincre Sakamoto. Sakamoto qui par ailleurs est aussi pas mal immunisé contre les grands méchants de l'œuvre, que ce soit contre Kashima, Kanaguri, encore Uzuki, encore même Takamura. Sakamoto, d'une certaine manière, il n'est plus réellement l'assassin qu'il était dans son passé, et donc on a bien compris qu'avec le temps il est monté en puissance. Mais quand tu fais face à un Takamura par exemple que t'introduis littéralement comme une légende vivante, le personnage le plus fort de son univers, et notamment le plus ancien membre de l'ordre sur lequel personne n'a d'informations, et j'ai parlé un petit peu d'ailleurs de Takamura parce que c'est assez iconique que l'un des seuls personnages majeurs qui décède dans cette œuvre là, c'est littéralement Takamura. Takamura qui est donc censé être le personnage le plus fort, une légende vivante que personne n'est censé pouvoir vaincre. Et le personnage que personne n'est censé pouvoir vaincre, c'est le seul personnage qui est mort. Et donc ça me permet de parler un petit peu de la mort de Takamura. Alors en gros, pour ceux qui avaient peut-être un petit peu oublié, Takamura il est décédé à cause donc d'Uzuki, Uzuki qui est le boss final entre guillemets, Uzuki qui faisait partie à un certain moment de leur bande de potes dans leur enfance, avec Sakamoto, Nagumo et Rion, et donc Uzuki qui s'était rajouté à un moment pour une mission, sauf que cette mission elle est partie un petit peu dans tous les sens, et Rion et Uzuki se sont enfuis. Ils ont vécu un certain moment ensemble, puis les temps passent et Uzuki est mis sous pression par des personnages plus hauts au niveau de la hiérarchie pour se débarrasser d'une femme. Sauf que cette femme, bien c'était en fait Rion, et donc par inadvertance, il tue donc sa collègue Rion et il devient un petit peu fou et il crée une double personnalité, et c'est donc à partir de là qu'on comprend qu'il est capable de prendre la personnalité de certains personnages, notamment lorsqu'il est dans une situation de stress extrême, et donc vous le voyez venir si vous avez oublié ou si vous découvrez actuellement ce qui se passe, mais en gros Uzuki a pris la personnalité de Takamura, enfin en tout cas il l'a copié et il l'a one shot. Et je trouve en fait cette mort un petit peu ridicule. Donc en gros Takamura est mort contre Takamura. Le problème c'est que Uzuki n'est pas mort avant qu'il ait pu copier Takamura. Parce que on parle beaucoup de personnages qui ne meurent pas, et Uzuki, je trouve que c'est un petit peu le roi du game dans ce domaine-là. Que ça soit la première fois où il aurait dû mourir contre Sakamoto, mais Sakamoto ne l'a pas achevé parce qu'il apparemment il n'a pas touché ses organes vitaux, parce qu'il a une maladie qui fait que ses organes sont inversés, et que du coup, ça ne l'a pas touché. Il aurait encore dû mourir une seconde fois contre Nagumo, sauf que Nagumo aussi ne savait pas que ses organes étaient inversés, et du coup ça l'a pas tué, il est resté en vie. Ensuite il a affronté Takamura une première fois, et il s'en est sorti in extremis grâce au sacrifice d'un de ses collègues, il a pu fuir. Il a réaffronté Takamura une deuxième fois. Normalement tu dis, tu vas mourir s'il te plaît. Commence à mourir un petit peu, t'affrontes des mecs qui sont 2 fois plus forts, t'affrontes Takamura, il est présenté comme le mec qui déglingue one shot tout le monde. T'as qu'à voir l'aura que le mangaka essaye de lui donner rien qu'à travers ses planches de manga. Par pitié décède, et au final d'un seul coup, bam, il copie Takamura, et il devient le personnage le plus puissant de l'œuvre. Et du coup maintenant c'est cool, il n'y a plus aucune excuse pour faire en sorte que Uzuki ne meure plus, parce que maintenant il a littéralement la personnalité du personnage le plus broken de l'œuvre. Donc entre guillemets, à moins d'un miracle ou une association de folie entre tous les membres de l'ordre, et encore je sais pas vraiment comment ça va se finir tout ça, bien il est immortel. Donc pour résumer un petit peu, les personnages principaux et les membres de l'ordre les plus importants qui côtoyaient Sakamoto ne meurt pas, le méchant ne meurt pas aussi alors qu'il est censé mourir 56 fois, et on va rapidement parler aussi d'un autre petit problème que j'aimerais souligner. Alors c'est pas réellement un problème, c'est assumé par le mangaka, c'est simplement l'idéologie de Sakamoto. Pour ceux qui ne savent pas, Sakamoto, il a une idée bien fixe qui est ancrée dans sa tête depuis qu'il est avec sa femme et qu'il a une famille, c'est qu'il ne doit plus tuer personne. Cependant, j'en suis à me demander si cette idéologie ne serait pas réellement aussi un frein à l'œuvre, et si ça ne serait pas en fait la source qui lie tous les problèmes, notamment liés au fait que aucun personnage réellement impactant dans l'œuvre ne meurt. Parce que Sakamoto, peu importe ses combats, etc., ne va tuer personne. Et d'ailleurs, on sait aussi donc que si Sakamoto était en face d'Uzuki, il ne le tuerait pas, que donc le boss final, à moins que Sakamoto soit hors d'état de nuire, et que ce soit par exemple Nagumo qui s'en charge, comme on le voit actuellement dans les scans, dans les derniers chapitres, Uzuki ne va normalement pas mourir, et même on sait que Sakamoto, peu importe l'adversaire qu'il aura en face, celui-ci ne mourra pas, il va le laisser en vie, et si par exemple son adversaire ne souhaite pas se repentir, il va revenir, etc. Donc en fait c'était sympa dans les premiers chapitres,
Le problème c'est que quand t'as une œuvre qui dure sur la longueur et que t'as un personnage principal qui ne tue aucun personnage dans un monde d'assassins où le monde entier est une question de meurtre au final, au bout d'un moment, personnellement, tu commences à souffler quoi. Au bout du 35e combat où Sakamoto il est en train de combattre un méchant, à la fin il le laisse en vie, puis il repart et il revient et il refout la merde et du coup ça fait un nouvel arc où on a encore une fois les mêmes personnages qui te foutent sur la gueule parce que personne ne meurt. Bon moment, personnellement, ça commence à un peu amuser. Et donc pour finir avec ce thème là, j'aimerais revenir rapidement sur un point que j'avais évoqué au tout début, c'est que effectivement, t'as toujours tes mêmes personnages qui sont en vie, ils reviennent à chaque fois. Le problème c'est que du coup t'introduis d'autres personnages, que ce soit des assassins, ou encore des gens de l'orphelinat d'Uzuki qui viennent d'un coup. On voit qu'il y a trop de personnages et que du coup tu peux pas réellement faire 36 combats en même temps sous peine de perdre un petit peu le spectateur et de perdre l'enjeu des combats et de tirer ça trop sur la longueur. T'es obligé de mettre des personnages de côté. Là où t'aurais pu développer des personnages importants en tuant d'autres, ça aurait pu être intéressant et en même temps réduire un petit peu le package de personnages que tu dois mettre en scène dans le manga. Ici le problème c'est qu'il y en a trop. Trop de personnages qui n'apparaissent plus, trop de personnages qui n'ont plus vraiment de développement, trop de personnages qui ne servent plus à rien. Et donc en fait t'as ce petit paquet restreint de personnages qui apparaîtra toujours à l'écran, Sakamoto, Uzuki, Nagumo ou encore Shin. Et je pense justement qu'en développant et qu'en agrandissant cette bulle de personnages un petit peu impactants dans l'œuvre, en tuant d'autres, et donc en permettant de rendre certains personnages plus importants, plus touchants et plus impactants, il y aurait notamment un peu plus d'enjeux. Parce que du coup là on fait des combats où déjà de base on sait que personne va mourir, mais même si on a une lueur d'espoir pour se dire que tiens lui peut-être qu'il va mourir et tout, bien au final tu dis que si lui il meurt, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer en réalité? Est-ce que ça va réellement impacter l'œuvre? Parce que au final, il y a pas mal de personnages qui ne servent à rien. Et en parlant de mort sans enjeu, du coup, ça me laisse parler un petit peu de mon second point que j'aimerais aborder, et c'est notamment le grand final. Alors dans le grand final, là où j'en suis au niveau des scans, je sais plus exactement le chapitre précis, mais en gros ce qui s'est passé c'est que Uzuki semble avoir, entre guillemets, tué ou bien assommé Sakamoto. En tout cas, il est hors combat, et il a pris sa personnalité. On nous laisse supposer qu'il est mort. Cependant, je sais pas vous, mais moi quand j'ai lu ça, ça m'a pas fait grand chose. Tu viens littéralement d'annoncer que ton personnage principal, il est mort, mais en fait, on t'a tellement mené un bateau tout le long du manga en te faisant croire qu'il y a des gens qui sont morts, mais en fait ils sont de nouveau en vie, et qu'au final, tu te dis, il va pas mourir. Ça sert à rien en fait, dans tous les cas, t'es presque sûr que Sakamoto ne va pas mourir. Parce que de 1, c'est le personnage principal, et si tu tues même pas tes personnages secondaires, alors qu'est-ce que ça va être du personnage principal? Mais surtout, j'ai du mal à voir une fin, en fait, sans Sakamoto. Vu que depuis le début, on nous annonce un personnage qui tente justement de s'évaporer de ce monde d'assassin pour fonder une famille. En gros, si Sakamoto meurt, tu serais sur une fin triste, du coup, sa famille est entre guillemets détruite, tu laisses sa femme et sa fille seules. Ou bien si Nagumo arriverait à faire réaliser à Uzuki que ce qu'il fait c'est pas bien, qu'il est un peu fou, et qu'il redevienne gentil, ça serait une fin en même temps triste et du coup légèrement happy ending vu que t'as de nouveau Nagumo et Uzuki ensemble. Mais en réalité en fait ce feat va pas vraiment toucher les spectateurs vu que Uzuki et Nagumo ce sont les deux personnages qui ont le moins d'affinité en fait dans leur groupe d'enfance. Vu que Nagumo il a passé sa vie à croire que Uzuki c'était le méchant etc. qui avait tout fait foirer dans leur groupe. Il a passé toute sa vie à essayer de le tuer. Pourrait certes être intéressant de voir un petit peu sa rédemption au final. Mais je me dis que ce n'est pas vraiment intéressant parce que ce qui était intéressant c'était justement l'affinité entre Nagumo et Sakamoto et surtout leur lien avec Rion qui voyait donc à travers Uzuki parce qu'il a pris sa personnalité. Mais donc maintenant qu'on sait que Uzuki c'est pas réellement le méchant vu que il l'a tué sans faire exprès parce que Uzuki il aimait réellement Rion et il voulait rester avec elle, et donc Nagumo il est en train de fight Uzuki simplement parce que lui il a complètement pété un câble et est devenu fou, et on en parlera un petit peu après, mais je trouve qu'il y a aussi certaines limites sur le personnage de Uzuki, notamment au niveau de ses motivations que je trouve un peu bizarres. En fait, pourquoi tu pètes autant un câble dans ta vie, pourquoi t'es autant un malade mental en fait, alors qu'il n'y a pas réellement 36 000 raisons. En tout cas, je trouve ça un peu fort de faire un personnage qui se veut autant un méchant, mais qui a pas tant de raisons que ça d'être un méchant au final. Vu que bien sûr, on ne nous introduit pas Uzuki comme le mal incarné au début, c'est clairement un personnage que je nous introduis et qui semble limite être banal, c'est pas comme un Sukuna par exemple qui est un méchant mais qui n'a pas de raison d'être méchant. Là Uzuki c'est clairement pas la même catégorie, c'est littéralement un mec lambda à la base. C'est donc clairement pas un méchant qui se veut méchant par nature. C'est quelqu'un qui se veut méchant à cause de certains événements qui lui sont arrivés, mais je trouve que les événements et ce qu'il est maintenant sont un peu disproportionnés, mais ça on y reviendra un peu après. Et pour revenir sur la mort de Sakamoto, elle est d'autant plus pathétique je trouve que
En fait, il est mort de par son idéologie poussée à l'extrême. On parlait notamment que le méchant survivait à chaque fois, et c'est notamment dû au fait que Sakamoto ne souhaite pas tuer Uzuki, mais donc au moment où Uzuki aurait pu être tué par Nagumo, Sakamoto s'interpose, il lui dit non, le tue pas, etc. Il a un petit peu en fait sa mentalité, donc le personnage principal gentil qui est là depuis le début de l'œuvre, chose qui n'a jamais évolué, de maintenant jusqu'au début de l'œuvre, sa mentalité n'a jamais réellement changé. Par certains moments, il a failli vaciller, notamment quand on évoquait sa famille, ou quand il voyait des proches sur le point de mourir, mais il n'a jamais tué personne, et globalement sa mentalité a toujours été la même, jusqu'à sa mort. Et donc en gros, Sakamoto meurt de par son idéologie, parce que Uzuki donc arrive derrière lui et le tue, et donc Nagumo qui prend la relève et qui va donc combattre Uzuki, qui a pris la personnalité de Sakamoto. Donc en gros, le fait que cette mort entre guillemets me fasse ni chaud ni froid, elle est globalement liée à deux éléments. Cependant, je pourrais affirmer que Sakamoto n'est pas réellement mort, qu'il va revenir dans un point culminant par exemple, et même si ce n'est pas le cas et qu'au final il est réellement mort, je dirais que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est réellement ce que tu ressens au moment où tu vois la planche, où tu vois ton personnage principal mourir. Et je pense qu'à partir du moment, quand tu vois ton personnage principal mourir, ça ne te fasse aucun effet, que tu te dises, ok d'accord, est-ce qu'il va revenir en vie, etc. Je trouve que le problème, il est réellement là. Qu'il meure ou qu'il ne meure pas. Et donc le deuxième élément que j'ai évoqué, c'est le fait que sa mort elle est un peu neuneux au final quoi. Qu'il incarne en fait le gentil bisounours dans un monde d'assassins et qu'il meurt parce que une bonne fois pour toutes, il ne veut pas tuer le boss final Uzuki. Donc si je devrais dire un mot sur la situation actuelle du manga, ça serait la lassitude. En fait, je suis lassé de lire encore et encore des combats où il n'y a pas réellement d'enjeu, où au point même que le personnage principal n'apporte pas d'enjeu avec lui, sa mort n'apporte pas réellement d'enjeu, et de me dire qu'au final, on n'avance pas réellement. Et en fait, le problème, c'est que tout ça, ça me fait juste sortir des combats. Un manga qui se veut principalement axé sur les combats dans un monde d'assassins, si t'arrives même pas à rentrer dans les combats, à avoir un petit peu d'enjeu, des petits frissons quand tu lis ce qui se passe, pour moi, c'est que t'as globalement raté ce que t'as essayé de construire. Parce qu'on va pas se mentir, Sakamoto Days, on le lit tous pour les combats, pour certains personnages qui sont plutôt badass, etc. On le lit globalement pas pour l'histoire. Parce que l'histoire en elle-même, elle reste un peu neuneux au final, quoi. C'est le groupe de potes de Sakamoto dans son enfance, qui sont au bout d'un moment séparés, Rion qui meurt, il essaie de trouver qui l'a tué, et au bout d'un moment, Uzuki réapparaît sous le nom de Slur, il essaye de chercher des infos, il découvre que c'est lui qui est à l'origine du meurtre de Rion, mais avec le temps, il commence à comprendre que c'est un peu plus complexe que ça, et qu'il y a des hauts dirigeants qui font un peu n'importe quoi. On nous explique un petit peu qu'Uzuki, c'est pas non plus le mal incarné, mais au final, tu comprends pas trop pourquoi, il reste quand même un méchant. Le manga tourne en fait autour de ces 4 personnages, et le reste, ils orbitent juste autour, et globalement, ils ont un impact, mais je trouve qu'il est assez minime. À la limite, on pourrait dire que des personnages comme Yotsumura ont un léger impact, ou du moins est un peu plus élevé que d'autres personnages qui orbitent autour justement de ce groupe de potes. Et quand t'arrives enfin au grand final et que t'as donc Nagumo, Sakamoto et Uzuki qui vont se fight et Rion qui apparaît dans la double personnalité d'Uzuki, on peut enfin se dire qu'on va avoir des frissons, que ça y est, c'est enfin le moment final. La recette est toujours la même, et au final, tu te rends compte que le manga, je pense qu'il aurait pu avoir un énorme potentiel s'il était un peu plus trash dans ce qu'il essaye de raconter, qu'il mâchait un peu moins ses mots, qu'il essaye d'être assez moins gentil dans un monde qui se veut quand même assez cruel, le monde de l'assassinat, où la mort est censée être un quotidien. Peut-être que tout ça va être changé par un final exceptionnel qu'on n'en sait rien et qu'il va se passer plein de choses incroyables. Et pour l'instant, de ce que j'ai lu, j'ai une chose à dire. Est-ce que l'œuvre ne se serait pas simplement perdue en cours de route comme tant d'autres mangas malgré son énorme potentiel ?